Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre 13h. Voici les titres de ce mercredi 29 avril. Les super profits de Total Energy, près de 6 milliards de dollars de bénéfices au premier trimestre grâce à la flambée des prix du pétrole. Alors quel impact à la pompe? On vous expliquera. Plus de 350 000 euros de cartes Pokémon dérobées en quelques jours. Un homejacking a eu lieu en Dordogne. Le phénomène inquiète, les collectionneurs sont maintenant pris pour cible. Retraite permis en cas de portable au volant. La mesure s'étend après les Landes. D'autres départements durcissent les règles. 6 mois de suspension en cas d'infraction. Dans votre 13h en France, on ira aujourd'hui dans le Verdon où un village est menacé par une tour datant du Moyen-Âge. L'édifice pourrait s'effondrer sur des habitations. Et puis un fabuleux voyage sur la trace de la grande migration des gnous. On vous emmènera en Tanzanie. Le périple a débuté. C'est un spectacle de toute beauté, vous verrez, grandeur nature garantie. Mais d'abord, avant tout cela, direction la ville d'Alençon dans l'Orne, où plusieurs véhicules ont été incendiés devant le palais de justice la nuit dernière. Des inscriptions visant le ministre Gérald Darmanin ont aussi été découvertes. C'est une scène de désolation qu'ont découvert les habitants au réveil. Luc Lacroix avec Émeric Dany et Élodie Martinet. Ces voitures calcinées, dont il ne reste que le châssis et le moteur, en plein cœur d'Alençon, dans l'Orne. Ce témoin, qui était juste en face, n'en revient toujours pas ce matin. J'ai entendu des explosions, alors je pense que c'était les pneus qui ont commencé à une des fortes détonations, des multiples détonations. C'est vrai que c'était assez impressionnant, le feu était, on avait une colonne de fumée qui dépassait le tribunal judiciaire. La nuit dernière, il a filmé l'incendie. Sur ces images, on voit les flammes se propager d'un véhicule à l'autre et l'intervention des pompiers. Selon le procureur, 2 suspects ont été interpellés. L'un est mineur. Ils sont connus des services de police et sont originaires de la région parisienne. Alors, quelles sont leurs motivations? Le lieu de l'incendie laisse penser que c'est le palais de justice qui a été visé. Et sur ces murs, des graffitis. Le nom de Gérald Darmanin, ministre de la Justice, ainsi que ces lettres QCLO, qui pourraient être une référence au quartier de haute sécurité dans une prison non loin, destinée aux narcotrafiquants les plus dangereux. Une piste qui ne fait guère de doute pour le préfet. C'est bien effectivement la question de la lutte contre le narcotrafic par le gouvernement, par le garde des Sceaux, par Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui sont ciblés. Et là-dessus, c'est le signe que nous sommes sur le bon chemin. Les suspects auraient été identifiés grâce à la vidéosurveillance. Des bombes de peinture auraient été retrouvées dans leur véhicule. Une enquête est en cours. Des profits qui s'envolent, dopés par la hausse des prix du pétrole. Près de 6 milliards de dollars, c'est donc le bénéfice net enregistré par le groupe Total Energy au premier trimestre. C'est 50% de plus qu'il y a un an. Et cela relance évidemment le débat sur les super profits, alors que le carburant à la pompe repart à la hausse. Julien Bigard avec Oscar Le Breton et Alexis Lizimac. Total Energy bloque ses prix depuis des semaines à la pompe, mais ça n'empêche pas la multinationale de réaliser des bénéfices conséquents. 4 milliards 957 millions d'euros, rien qu'au premier trimestre, en hausse de 51% en un an. À la pompe, réaction crispée des Français ce matin. J'en pense qu'ils se foutent de nous parce que vu le prix de l'essence actuellement, ils auraient pu faire un effort quand même. Toujours sur le dos des mêmes personnes, donc ouais. Je pense que, mais bon, malheureusement, on en dépend, on en a besoin pour aller bosser, donc. Dans le détail, Total Energy tire une grande partie de ses bénéfices dans l'extraction de pétrole et la production. Forcément, car les prix du baril ont augmenté. Mais elle a aussi réalisé de juteux profits dans la transformation, c'est-à-dire grâce à ses raffineries et sites de pétrochimie, notamment en France. Ils ont été capables de vendre un peu plus de produits et, je pense, de les vendre à un meilleur prix. Par exemple, le jet kérosène, ce qu'on met dans les avions, le prix a été multiplié par 2. Le pétrole, lui, n'a pas été multiplié par 2. Donc, effectivement, vendre du jet kéros, c'est beaucoup plus rentable que vendre du brut. Avec de tels bénéfices, Total Energy pourrait-il être plus généreux dans ses promotions, avec des prix plus bas à la pompe? C'est en tout cas ce que réclame ce jeune garagiste. Moi, je dirais 1,60. 1,60 pour qu'ils prennent leur marge, que nous, on le sente moins. Regardez, j'ai mis moins de 20 litres. Moins de 20 litres, j'en ai pour 42 €. Et vous pensez que Total peuvent se permettre? Bien sûr qu'ils peuvent se permettre, ils ont tout. Ils ont tout. Ce serait pas mal pour les artisans, pour les gens qui ont besoin qui roulent régulièrement, qui ont besoin de faire le plein quotidiennement, de faire au moins un geste pour eux, quoi.
Maigre consolation pour les automobilistes, Total Energy a fait des efforts en France avec le blocage des prix, entraînant une légère baisse de ses bénéfices, seulement dans la distribution. Autre titre du jour, cette nouvelle affaire de vol de cartes Pokémon. Le phénomène prend de l'ampleur et suscite l'intérêt de malfrats qui n'hésitent pas à faire preuve de violence. Il y a quelques jours, un collectionneur a été victime d'un vol à main armée. Il a été ligoté chez lui. Et dans l'Aisne, un autre collectionneur a été lui aussi pris pour cible. Benjamin Delombre avec Anaïs Anquet et Vincent Bouffartigue. Sachant l'immense valeur de sa collection, Kylian Souplet l'avait protégé du mieux possible. Mais rien n'a arrêté les voleurs. On avait un verre renforcé, fermé à clé. Ils ont réussi à découpiller le verre et puis juste derrière vous, pareil. On avait des cartes de très grande valeur. Au total, cet habitant de l'Aisne s'est fait dérober entre 40 et 50 000 euros de ses cartes Pokémon qu'il n'avait pas assurées. Une énorme perte, car pour le jeune homme, collectionner des cartes n'est pas qu'une passion, c'est aussi son métier. J'ai énormément investi et je me suis même permis de quitter mon CDI au mois d'octobre pour vivre de cette passion-là, pour faire de l'achat-revente de cartes Pokémon, quoi. Du jour au lendemain, on nous enlève tout, quoi. En France, les vols de cartes Pokémon sont de plus en plus courants. Et souvent, le montant du préjudice est vertigineux. Je viens de me faire braquer à 300 000 euros de cartes Pokémon. Il y a quelques jours, ce collectionneur du Sud-Ouest a lui aussi été dévalisé. C'est là que tout était stocké en fait. J'avais une quarantaine de cartes dans une mallette. La moins chère était à 1 000 euros. Et après, on était sur des valeurs entre 5 et 20 000 euros pièce. Pour arriver à ses fins, l'agresseur, un faux livreur qu'on voit ici sur des images de vidéosurveillance, va jusqu'à le menacer avec une arme. Je sentais qu'il voulait rentrer dans la maison. Et du coup, à mi-chemin, ça m'interpelle. Je me retourne. Et là, j'ai une arme braquée sur moi. Et de suite, monsieur écrit, m'a dit recule, 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 au sol, au sol. Les collectionneurs particuliers ne sont pas les seuls à être visés. Également ciblés par les malfrats, de nombreuses boutiques spécialisées mettent désormais leurs produits sous clé et augmentent les mesures de sécurité. Près de Nantes, les suites de l'enquête sur la disparition de Manon Rolando, cette jeune agricultrice de 31 ans qui a disparu fin mars et dont le compagnon a été interpellé en Algérie avec leur petite fille de 15 mois. Des dizaines de gendarmes sont mobilisés et multiplient les fouilles autour du domicile familial. Les explications avec Saada Souban, Adrien Cadorel et Élodie Delevoye. Des drones survolent les abords de la ferme de Manon Rolando. La jeune femme de 31 ans n'a pas donné signe de vie depuis le 27 mars. Pour retrouver l'agricultrice, des dizaines de kilomètres carrés sont fouillés. On a une zone très proche qui est une zone de marais avec ce qu'on appelle des étiers, donc des canaux avec de nombreux marais. Donc ça fait beaucoup de zones humides, difficilement accessibles, des zones marécageuses et boueuses. Et donc ce qui fait que c'est difficile de progresser. La jeune femme est-elle toujours en vie ? Les drones pourraient éventuellement repérer son corps. Ils cartographient également la zone pour faire apparaître toutes les sources de chaleur. C'est des drones qui ont été déployés dans les principaux derniers dossiers de recherche qui ont été particulièrement médiatisés, comme la disparition d'Agathe, d'Émile ou encore de Lina. Par téléphone, la mère de la disparue confie son espoir et son inquiétude. Le temps passe. Pour moi, elle est quelque part enfermée et qu'on a pris soin d'elle. Mais par moments, je me dis peut-être que c'est une illusion que je fais. Il faut peut-être que je me rende à l'évidence. Moi, je veux juste récupérer ma fille et puis ma petite fille. Suspecté du meurtre de l'agricultrice, son compagnon que l'on voit ici a été arrêté lundi en Algérie. Karim B, 41 ans, a quitté la France le 2 avril avec leur fille de 15 mois. Déjà condamné en 2019 pour des violences conjugales, il aurait également été violent avec Manon Rolando. La jeune femme avait d'ailleurs rendez-vous avec 7 associations d'aide. Elle ne s'y est jamais rendue. Karim B est de nationalité algérienne. Son extradition n'est donc pas garantie. La petite fille du couple est actuellement en Algérie. Elle est confiée à sa grand-mère paternelle. C'est une mesure choc pour lutter contre le téléphone au volant. La suspension du permis de conduire pour tous les usagers qui utilisent leur smartphone en conduisant. La mesure s'applique depuis le mois de novembre, maintenant dans les Landes. Et visiblement, c'est très efficace. En quelques mois, plus de 350 permis ont ainsi été retirés. Si bien que la mesure s'étend maintenant à d'autres départements. David Bazier avec Marie-Pierre Cassignard. Les automobilistes au volant, portable en main, dans le collimateur des gendarmes des Landes. Est-ce que vous savez pourquoi on vous arrête ? Le téléphone dans la main droite. Sur ce rond-point de Mont-de-Marsan, 14 personnes sont verbalisées en 2 heures.
J'étais au téléphone, chose que je dois pas faire. Je sais que je dois pas le faire, mais malheureusement je l'ai fait. Depuis novembre 2025, la préfecture des Landes a alourdi les sanctions. En plus des 135 € d'amende et du retrait de 3 points, les automobilistes encourent une suspension administrative de leur permis. La suspension du permis, voilà, moi j'en ai besoin pour travailler, donc c'est essentiel pour moi, donc c'est très dur quoi. D'un côté je suis d'accord parce qu'il y a peut-être beaucoup d'accidents par rapport à ça, mais c'est un peu dégueulasse quoi. Parce que déjà le permis c'est compliqué à avoir et à garder, et après voilà, on fait pas forcément attention, et quand on est obligé de répondre, on répond quoi. Des conducteurs partagés sur la dangerosité du téléphone portable au volant, malgré 32 tués sur les routes du département en 2025. Le téléphone, il est dans le sac, donc voilà. Voilà, donc jamais au volant. Non, ça évite des accidents et ils sont plus attentifs sur la route. Moi, personnellement, non, je trouve ça pas forcément dangereux. En 6 mois, la préfecture des Landes a prononcé 350 suspensions de permis de 15 jours. Cette durée de 15 jours est décidée pour marquer l'infraction, pour faire comprendre, marquer les esprits et faire comprendre à la personne le danger que représente la conduite d'un véhicule en tenant son téléphone. Le préfet espère un effet dissuasif. Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, les infractions liées au portable au volant ont chuté de 10%. Côté justice, c'est aujourd'hui le retour à la barre de l'ancien président Nicolas Sarkozy dans le cadre du procès sur les accusations de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy doit notamment répondre aux affirmations de son ancien collaborateur Claude Guéant, qui l'a contredit dans 2 courriers. Ils ont décidé d'ouvrir leur commerce coûte que coûte le 1er mai. Ce sera ce week-end, après le revirement du gouvernement qui a finalement renoncé à élargir les règles. Eh bien, de nombreuses professions qui n'ont pas de dérogation claire ont malgré tout décidé d'ouvrir leurs magasins. C'est le cas des bouchers charcutiers qui dénoncent une injustice de traitement. Alors, on a suivi certains d'entre eux avec Sigrid de Misouard, Manon Martel et Juliette Jonas. Préparer ses commandes et accueillir des clients le 1er mai. Pas question pour Anthony Manceau de changer ses habitudes. 14 € et 37 centimes, s'il vous plaît. Pour moi, c'est très important parce que c'est la continuité du service qu'on offre à nos clients. Il gère cette boucherie dans le Loiret depuis 7 ans et il est toujours resté ouvert malgré l'interdiction. Deux fois de veau. D'accord. Cette année, 3 de ses 4 salariés se sont portés volontaires pour travailler. Tous mes salariés ne veulent pas travailler, donc ceux qui ne veulent pas travailler ne travaillent pas. Ceux qui veulent travailler travaillent, seront rémunérés en plus. Ils seront payés double. Ses clients le soutiennent. C'est une forme de liberté. Moi, je trouve que tous ces métiers de bouche, s'ils ont envie de travailler, nous, on est contents de les voir ouverts. Voilà. Il encourt jusqu'à 750 € d'amende par salarié, mais il prend le risque. On ne peut pas louper une journée de travail avec toutes les charges qui nous tombent dessus. Voilà, 500 € c'est 500 € aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de passer à côté. Et c'est pas parce que je vais fermer vendredi que je vais faire le double samedi. Donc ce qui n'est pas fait, malheureusement, c'est perdu. Dans une commune voisine, cette autre boucherie compte aussi ouvrir le 1er mai. Mais Nicolas Viana travaillera sans ses salariés pour éviter l'amende. Comme le salarié n'a pas travaillé, logiquement c'est lui qui fait tout ça. Du coup, on le fait nous, on prépare un peu d'avance pour être tranquille vendredi. Les boulangeries artisanales et les fleuristes indépendants sont eux autorisés à ouvrir. Incompréhensible pour lui et ses clients. Je comprends même pas qu'on n'aide pas les gens dans ce cas. Ouais, c'est ça. Bah pourquoi certains et pas d'autres quoi. Voilà, c'est ça. Les poissonniers n'ont pas droit, les bouchers n'ont pas droit. Je sais pas pourquoi, je vois pas pourquoi. On a un commerce donc première nécessité, c'est de l'alimentaire. On est notre propre patron, donc nous, si on ne va pas travailler, on n'a pas de rentrée d'argent, forcément. S'il baissait le rideau vendredi, ce boucher perdrait selon lui entre 2 500 et 4 000 € de chiffre d'affaires. Avis à tous les habitués des achats sur Internet et plus particulièrement des plateformes chinoises. La tendance se confirme, 46% des produits contrôlés par les douanes s'avèrent non conformes et même dangereux. C'est ce que révèlent les chiffres du ministère de l'économie, avec à la clé de possibles accidents graves, que ce soit pour les chargeurs de téléphone, les objets déco, les jouets. Quels sont, par conséquent, les produits les plus concernés? Les réponses avec Dorothée Lachaud et Pierre-Jean Perrin. Ils déferlent par milliers sur le sol français. Des écouteurs, des robes, des bijoux vendus sur des plateformes en ligne chinoises dans le viseur du gouvernement. Le constat est alarmant. Sur plus de 600 contrôles, 75% de ces produits se révèlent non conformes, dont 46% dangereux.
Dans son relais colis, Lucas Garcia, le gérant, en reçoit une centaine par jour. Ça vient de Chine en fait, c'est Shein exactement le magasin. Sinon on a quoi d'autre? On a Temu aussi, qui est pas mal. À peu près 70% de mes colis. On va pas se mentir, c'est quand même ce qui nous rapporte un peu le plus, voilà, sur la quantité. Parmi les produits contrôlés par le gouvernement, la quasi-totalité des accessoires pour bébés, des guirlandes lumineuses ou des sèche-cheveux s'avèrent dangereux. Des articles à prix cassé qui divisent ses clients. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance à des produits made in China ou pas? Maintenant, je pense qu'on peut plus qu'avant. On a entendu des batteries qui explosent, des produits qui ne sont pas conformes. Donc voilà, ça fait un peu peur. Pour lutter contre ces plateformes, le gouvernement vient de créer une cellule dédiée, Vigicommerce, qui rassemble une trentaine d'agents de différentes administrations. Leur objectif, mieux surveiller ces sites et sanctionner plus rapidement. Mais pour les associations de consommateurs, il faut aller plus loin. Si on constate que malgré les sanctions, des produits dangereux continuent à circuler sur les plateformes, il faudra aussi réfléchir à d'autres mesures comme bloquer l'accès aux plateformes jusqu'à ce que les produits dangereux arrêtent d'être disponibles sur les plateformes. Plus de 100 000 produits ont déjà été retirés de la vente sur ces sites chinois. À l'étranger, c'est une petite pique d'ironie qui a fait sensation, celle du roi Charles III lors d'un dîner d'État organisé à la Maison-Blanche, devant Donald Trump, une réception en grande pompe avec de nombreux invités prestigieux. Et cette petite phrase, « Sans les Britanniques, vous parleriez français », a lancé le roi Charles, comme un clin d'œil aux propos qu'avait tenus Donald Trump en janvier dernier. Maëlys Septembre nous raconte avec Perrine Aubert. Il a littéralement déroulé le tapis rouge pour Charles III. Donald Trump a vu les choses en grand. Dîner d'État somptueux sous les ors de la Maison-Blanche, porcelaine dorée et menu en 4 services, saule-meunière et gâteaux au chocolat et au miel de la Maison-Blanche, un clin d'œil à la passion du roi pour l'apiculture. Au menu aussi, des échanges d'amabilité. C'est un véritable privilège de vous avoir ici pour cette visite d'État historique. Et de plaisanterie. Vous avez récemment déclaré, Monsieur le Président, que sans les États-Unis, les pays européens parleraient allemand. Si je puis me permettre, sans nous, vous parleriez français. Un dîner sans accroc. Jusqu'à ce petit impair diplomatique, Donald Trump évoque la guerre en Iran, alors que le roi est censé rester au-dessus de la politique. Charles est encore plus d'accord que moi à ce propos. Nous ne laisserons jamais notre ennemi obtenir l'arme nucléaire. Un dîner royal qui donnerait presque des idées au président américain, qui tweet ceci, 2 rois. Point d'orgue d'une visite d'État aux enjeux hautement diplomatiques pour Charles III. Sa mission depuis qu'il a posé le pied sur le sol américain, réparer des relations spéciales devenues glaciales ces derniers mois, sur fond de désaccords sur la guerre en Iran. À coups de poignées de main chaleureuses et de discours rassembleurs comme devant le Congrès hier. Le lien de parenté et d'identité qui unit les États-Unis et le Royaume-Uni est inestimable et éternel. Il est irremplaçable et indestructible. Cette visite ne convainc tout de même pas les Britanniques. Plus de la moitié d'entre eux estiment que cela ne suffira pas à réchauffer les relations entre les deux pays. Donald Trump qui menace une nouvelle fois l'Iran en des termes peu diplomatiques. Voici le message et la photo montage qu'il a publié sur son réseau social. Fusil d'assaut en main, sur fond de bombardement, il est écrit « Monsieur gentil, c'est fini ». Et pendant ce temps-là, l'armée israélienne bombarde le Liban. Au moins 8 personnes ont été tuées dans le sud du pays. 5 d'entre elles se trouvaient dans un immeuble. Les 3 autres faisaient partie des secouristes de la défense civile qui intervenaient précisément sur cette première explosion. L'actualité à l'étranger, ce sont aussi ces images très impressionnantes de tornades aux États-Unis. Le pays est balayé depuis maintenant plusieurs jours par de violentes tempêtes. Bâtiments rasés, toits arrachés, les dégâts sont considérables, comme nous l'explique Arnaud Boutet. Rien n'a résisté. À Mineral Wells, petite bourgade du Texas, des dizaines de maisons complètement détruites par la violence des vents. Un orage qui s'apparente à une tornade, très localisée. Toutes les charpentes se sont envolées. Cet habitant découvre son logement, ouvert aux 4 vents. Les dégâts sont considérables. Les affaires personnelles éparpillées au milieu des débris.
C'est mon toit, ce qui supportait mon toit, mon Porsche, un bout du toit est dans l'arbre, ma tondeuse. Et vous avez prié ? Prier, ça sert à quoi ? J'ai plutôt envie de jurer. À l'ouest de Dallas, plusieurs communes touchées et très peu de victimes, c'est un miracle. À cette heure, 2 personnes ont été transportées à l'hôpital. Plusieurs blessés ont été soignés sur site. Il s'agit de blessures légères. Le Texas, mais aussi l'Arkansas, un État voisin, sont traversés par une série de tornades. Depuis 6 jours, elles frappent le sud du pays. Retour en France avec cette situation pour le moins inquiétante dans le Verdon, à Saint-Martin-de-Brome, où les habitants vivent sous la menace de l'effondrement d'une tour de 24 mètres de hauteur qui date du Moyen-Âge, à laquelle les habitants sont très attachés. En raison de l'érosion, elle menace en effet de s'effondrer sur des maisons. Marc Dolphin avec Christophe Larocca et Lilia Benayed. Du haut de ses 24 mètres, la tour de l'horloge domine le village depuis le Moyen-Âge. Après avoir traversé les siècles, l'édifice est aujourd'hui fragilisé. Voilà, juste cette grosse fissure-là. Ça, c'est notre premier signal qui nous fait dire il se passe quelque chose, ça bouge. Sous l'effet de l'érosion, un glissement de terrain s'est opéré depuis plusieurs années. Le monument menace désormais de s'effondrer. Il est renforcé d'urgence par ces barres métalliques. La tour, par effet de conséquence, s'est inclinée d'à peu près 40 cm vers le sud. Et ce sud, évidemment, qui est le côté qui domine le village. Alors, dès 2023, 11 maisons sont évacuées. Les habitants relogés durant 1 an, le temps de sécuriser la tour. Jean-François et Cécile Royer vivent eux juste au pied de l'édifice. Les familles du village sont attachées à cette tour. Oui, c'est le symbole culturel et historique du village. Depuis plus de 40 ans, c'est un membre à part entière de la famille. La voir tomber, c'est inenvisageable. Saint-Martin sans la tour, c'est pas ça. Ça n'a plus d'âme ? Ah non, plus d'âme. Et c'est important d'un village, en fin de compte. On a cette chance-là, il faut la préserver. Mais la préserver a un coût. La facture totale des travaux s'élève à 450 000 €. C'est plus du tiers du budget de la commune. On a taillé dans les subventions aux associations, on a baissé notre coût de fonctionnement. Notre problématique, c'est d'avoir de la trésorerie pour faire l'avance de ce chantier en attendant le versement des subventions de l'État. D'ici 2028, le village espère retrouver son phare consolidé, prêt à veiller encore des années sur Saint-Martin-de-Brome. Des restrictions dès le mois d'avril. C'est encore une situation inquiétante pour nos agriculteurs. Après les fortes pluies de l'hiver, c'est maintenant la sécheresse qui s'installe. Plusieurs départements sont concernés. C'est le cas du Nord. Il n'a quasiment pas plu depuis maintenant près d'1 mois, comme nous l'expliquent Françoise Vallée, Emma Bognol et Élise Val. Des champs désespérément vides et secs. Ce producteur du Pas-de-Calais a planté des graines de lin de printemps, mais elles ont du mal à lever. Il n'y a pas eu une goutte de pluie depuis le début des semis. La graine de lin, comme elle doit pousser en 100 jours, il lui faut de l'humidité pour démarrer. Et après, il faudrait de l'humidité au moins toutes les semaines. Il faudrait de l'eau toutes les semaines. Et là, on n'en a pas eu depuis 3 semaines, 4 semaines. Et du côté de ces champs de betteraves, ce n'est pas mieux. Là, on va voir que si on descend, là, c'est sec, quoi. Pourtant, en dessous, les nappes phréatiques sont pleines. L'hiver a été très pluvieux, mais en avril, il est tombé en moyenne 6 fois moins d'eau que d'habitude. Une sécheresse de surface favorisée par le vent. Même constat en ville, dans ce potager partagé, ici à Lille, les jardiniers doivent aussi lutter contre la sécheresse. Là, on ne peut pas mettre des graines là-dedans et s'il ne pleut pas, on n'aura rien. Comme ces périodes sans eau se répètent, une cuve de 12 000 litres a été installée pour récupérer les excès de l'hiver. Les plantations sont paillées et dans le sol, ces pots de terre cuite enfouis font fonction d'oya, poterie poreuse pour irriguer lentement. C'est indispensable d'associer tous les moyens, que ce soit l'oya, l'arrosage, les semences, la terre vivante, les réserves d'eau, et il faut tout mettre en place pour y arriver. Les Hauts-de-France redoutent de vivre une nouvelle sécheresse comme au printemps 2025. Toutefois, quelques averses sont attendues en fin de semaine.
Et on va prendre maintenant de la hauteur. Regardez derrière moi, vous donnez des nouvelles de notre astronaute qui nous fait rêver depuis l'espace. C'est bien sûr Sophie Anneau qui est depuis maintenant 75 jours à bord de la Station Spatiale Internationale. Elle sera d'ailleurs ce soir notre invitée dans le journal de 20h depuis l'ISS. Alors en attendant, elle nous a envoyé ses derniers clichés qu'elle partage avec ses milliers de fans. On voit tout cela avec Gianne Benzina et Mathieu Bierden. Elle est à l'aise comme un poisson dans l'espace. Sophie Anneau a pris ses marques depuis 2 mois et demi à 400 km au-dessus de la Terre. Toujours sourire aux lèvres. Sa journée commence à 5h30 du matin. La première chose que je fais au réveil, je viens ici et j'ouvre les volets. Vous allez voir, c'est ce que je préfère ici. Une vue grandiose pour démarrer une journée bien remplie. 1/3 du temps est consacré aux expériences scientifiques. Elle doit en réaliser près de 200 sur la physiologie, la mécanique ou la réaction des fluides dans l'espace. Elle s'en sort très bien. Parce qu'on l'a senti tout de suite à fond et complètement impliquée, motivée et totalement et très très efficace dès le début. Oui. Hello coucou, bienvenue dans un nouvel épisode de la science du dimanche matin avec Sophie. Non sans malice, elle réalise des expériences décoiffantes sur les réseaux sociaux. Et je catch. C'est pour ça que vous me voyez la tête à l'envers. Là, je me rapproche de la caméra. C'est vraiment super amusant, non ? Indispensable dans l'espace, le sport, 2h30 par jour. Le reste du temps, c'est la maintenance pour entretenir la Station Spatiale Internationale. Ici, réparation, et oui, des toilettes du bord. Pour garder le moral, rien de mieux qu'un bon repas. À table ! Ce jour-là, c'est Sophie Anneau qui invite. Elle partage la nourriture préparée spécialement pour elle par la chef Anne-Sophie Pic. Un petit peu de foie gras pour faire découvrir la gastronomie française. Voilà. On va se régaler. Un régal aussi pour les passionnés qui la voient vivre son rêve spatial. Voilà, ce sera l'événement ce soir. Sophie Anneau, invitée du journal de 20h avec Léa Salamé, en direct depuis la Station Spatiale Internationale. Image également plus près de nous de l'Élysée, où le président Emmanuel Macron a reçu les athlètes olympiques et paralympiques des JO d'hiver de Milan-Cortina. Et cela pour les décorer après leur belle performance en Italie. La France qui a remporté, on le rappelle, 23 médailles, dont 8 titres au JO 2026. En Bretagne, faut-il interdire le kitesurf au nom de la sécurité des baigneurs ? C'est en tout cas ce que souhaite la maire de Saint-Pierre-Quiberon, dans le Morbihan. Et ça fait débat. Plusieurs accidents ont déjà eu lieu. Alors, à l'approche de l'été, la mairie s'inquiète des risques de blessures pour les nageurs. On est allé sur place avec Bintou Sidibé, Romuald Bonan et Catherine Bazille. Avec leurs acrobaties aériennes au-dessus des vagues, ils transforment les plages en spectacle à ciel ouvert. Kitesurf, wingfoil, ces sports nautiques attirent de plus en plus d'adeptes, amateurs de glisse. On a une sensation de liberté. Ouais, c'est très doux. Très doux. Il n'y a pas de bruit. On entend le vent. Oui, c'est une sensation de liberté. On oublie tout. Seulement voilà, pour la maire de Saint-Pierre-Quiberon, ces activités deviennent de plus en plus problématiques, voire dangereuses. Avec une trentaine d'accidents déclarés en 2024 impliquant un kitesurfer, l'élu envisage cet été de leur interdire certaines zones du littoral. Les élus locaux, on a des responsabilités, on a des devoirs, et puis on a une responsabilité morale et pénale aussi. Si quelqu'un est blessé dans l'eau parce qu'on n'a pas pris des dispositions de sécurité suffisantes. Un pavé dans l'océan que les passionnés de ces sports nautiques et les clubs professionnels ont du mal à accepter. Nos élèves, ils sont encadrés par des professionnels, même les autres écoles. C'est plutôt les pratiquants, les néo-pratiquants ou les pratiquants qui viennent d'arriver sur la presqu'île, qui arrivent sur un spot et dès qu'ils voient des conditions, ils se mettent à l'eau et qui ne respectent pas tout le temps les zones de pratique. La mairie et les professionnels doivent se rencontrer d'ici l'été pour trouver un terrain d'entente. Les sauveteurs en mer proposent un moyen simple. Les zones de natation doivent être respectées que pour les nageurs. Les zones de navigation pour tout ce qui est foil, ils doivent avoir leur propre sécurité pour visualiser sur l'eau et autour d'eux pour éviter les contacts. Une solution déjà mise en place à Dolusse-d'Oléron en Charente-Maritime. Depuis 3 ans, chaque été, une zone est réservée aux adeptes de ces sports extrêmes, loin des baigneurs.
Le Trésor Cinéma avec au programme aujourd'hui le retour d'une patronne de la mode qu'on adore, la tyrannique Miranda, incarnée par la magique Meryl Streep. C'est la comédie Le Diable s'habille en Prada 2, un film très attendu par le public, par les fans, avec Anna Thaouet. On découvre les extraits et les premières réactions des spectateurs avec Enzo Eton et Alexis Delcourt. Ambiance, glamour et tenue de circonstance pour le retour d'un film culte. Le Diable s'habille en Prada, deuxième volet d'un mythe pour ces passionnés de mode. Le Diable s'habille en Prada pour la mode, c'est quelque chose d'iconique. Je pense que ça a bercé toute une génération. Pour moi, ça représente un rêve de petite fille, de rêver de ce milieu-là qui était si loin pour moi. Miranda, c'est comme une seconde maman pour moi et on dit une grande sœur, quoi. Miranda, une rédactrice en chef de magazine, toujours aussi impitoyable, 20 ans après le premier film. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Andy Sachs. Elle retrouve son ancienne assistante, devenue son adjointe. Bonjour. Tiens, regardez un peu ce que l'armée du salut nous ramène. Pardon. Qui est-ce ? Vous la connaissez ? La vraie Miranda, c'est elle, Anna Wintour, l'ancienne directrice du magazine Vogue. Un personnage dur, mais attachant pour la comédienne Meryl Streep. Miranda est une vraie surprise. Je ne pensais pas qu'elle reviendrait à l'écran. Est-ce que je peux dire que je suis fière de Miranda ? Oui, même si elle ne correspond à aucun modèle féminin que je connais. Le retour d'un duo à succès qui doit affronter une polémique sur les réseaux sociaux. Vous êtes ici pour nous aider à gérer le scandale qui nous préoccupe en ce moment. Une histoire qui raconte bien l'univers de la mode pour les premiers spectateurs. Le journalisme a évolué, la mode évolue. Ça raccroche très bien avec la situation et la société actuelle, les réseaux sociaux, le renouveau. Les acteurs sont extraordinaires, ils nous font oublier qu'il y a eu 20 ans. Mais je ne vous ai pas engagé. Pas de doute, le Diable s'habille toujours en Prada. Prenez plutôt le métro, ma chère. Voilà, et ça sort aujourd'hui, évidemment, vous l'avez compris, sur les écrans. Le Trésor découverte, et aujourd'hui, on vous emmène en voyage pour une aventure exceptionnelle en Tanzanie, aux côtés des gnous qui entament en ce moment leur migration vers le Kenya. Des milliers de kilomètres à parcourir, ils utilisent exactement le même chemin chaque année. C'est vraiment un spectacle fabuleux. Et nous avons pu suivre des touristes français qui ont eu la chance d'assister à ce spectacle. Lola Dravé avec Théo Renaud. Chaque année, ils sont environ 2 millions à partir en quête d'eau et de pâturage. Les gnous se lancent dans la plus spectaculaire migration animale au monde. De la Tanzanie jusqu'au Kenya, ils parcourent plus de 1000 km à travers la savane et les rivières, sous la menace de nombreux prédateurs. Un événement exceptionnel attendu par des touristes du monde entier. Ils sont en train de monter vers l'avant. Il y en a un qui est en tête de ligne. Ils sont en direction et regardez, ils suivent le sentier. Le meilleur moyen d'observer cette espèce d'antilope africaine, c'est de suivre le guide et photographe français Valentin Lavis. Aujourd'hui, il accompagne ce couple et leurs 3 enfants originaires de Gironde. Une découverte pleine de surprises, au milieu de ces animaux qui peuvent peser près de 300 kilos. C'est un peu impressionnant de se dire qu'on est entouré de gnous pour la première fois de notre vie. La voiture suit leurs traces, comme les zèbres et les gazelles, qui participent à cette grande migration, eux aussi à la recherche de nourriture et d'eau. Quand on regarde, ça va jusqu'à l'horizon, quasiment là-bas. Donc là, on est, je pense, au cœur d'un troupeau de plus de 100 000 animaux. Là. Depuis 20 ans, Ali Waziri accompagne des safaris en Tanzanie. Il connaît tous les secrets de ces animaux, guidés par leur instinct et leur odorat. Il peut sentir des kilomètres. Mais aussi, le chemin qu'on voit, il utilise les mêmes chaque année parce que quand il passe, il laisse la sécrétion qu'il peut les sentir quelques ans après. À la saison sèche, les gnous partent alors vers le nord, dans la réserve du Masai Mara au Kenya, en quête d'air plus verte et plus nourrissante. Ce voyage forme une immense boucle qui dure presque toute l'année. Mais entre rivières infestées de crocodiles, noyades et prédateurs à l'affût, près de 250 000 gnous ne survivront pas à ce périple. Pour les félins, cette migration est un terrain de chasse illimité.
y compris pour les léopards. Là, tu as un bébé gnou à gauche, il ne reste plus grand-chose. Donc, je crois que tu as dû le tuer dans la nuit dernière. Là, on voit encore l'importance du fait qu'il y ait des gnous, c'est que les prédateurs, c'est leur garde-manger qui est rempli ici. Et du coup, là, lui, il va manger peut-être au moins une fois, voire 2 fois par semaine, facilement. L'occasion pour les touristes d'observer ces fauves au plus près. Je m'attendais vraiment pas, je pensais qu'on allait observer de plus loin et qu'on allait zoomer avec les objectifs, mais ils viennent littéralement au pied de la voiture, c'est bluffant. À la tombée de la nuit, il bouge, attention. Le léopard retourne à la chasse aux gnous, offrant un dernier spectacle aux touristes. Magnifique. Ouais, c'était fou là. On termine en beauté. En beauté. Le lendemain, c'est une autre surprise qui les attend. Et cette fois, il faut prendre un peu de hauteur. Nous sommes en l'air. Depuis le ciel, les touristes voient apparaître les impressionnants sentiers tracés par les gnous. C'est pas les voitures qui ont fait ça. Tu vois, tu peux le voir que du ciel en fait. Cette migration s'effectue sous forme de cycle, saison après saison. On voit là où la vie reprend son chemin, c'est-à-dire que les gnous, ils ont migré pendant toute l'année. Là, ils redescendent, ils font des milliers de kilomètres sur l'année. Il n'y a pas meilleur endroit, je crois, pour observer la nature. C'est vrai que c'est un peu idéal. Wow. Les gnous se déplaceront ainsi jusqu'au sud du Kenya, où ils arriveront à partir de juillet. Puis ils repartiront en fin d'année. Un cycle naturel est vital pour la vie sauvage africaine. Beau spectacle. Et puis les images du match complètement fou entre le PSG et le Bayern Munich. Victoire des Parisiens 5-4 au terme d'une rencontre absolument haletante qui a fait évidemment la joie des supporters du PSG. Une courte avance que les joueurs du Parisien, du PSG vont devoir confirmer lors du match retour la semaine prochaine à Munich. Voilà, on regarde les réalisations, il y en a un certain nombre. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo Anaïs Baïdemir qui nous annonce du soleil sur une grande partie du pays. À 20h, ce sera Léa Salamé évidemment pour le journal. Nous, on se quitte avec ces images. On plonge sous terre. Regardez, une grotte préhistorique exceptionnelle dans le Doubs, près de Besançon, celle de Chaux-les-Passavants, aussi appelée la grotte de la Glacière. Elle est à 60 mètres sous terre. Passez une très très belle journée. On se retrouve demain, 13h évidemment. On parle souvent du TDAH, le trouble de l'attention dans Ça commence aujourd'hui, mais on parle moins des couples et notamment de ceux qui doivent vivre avec une personne qui l'a.